Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des émotions et de leur rôle dans le management interculturel et à partir du modèle que j'ai développé, qui est un modèle d'intelligence émotionnelle qui s'appelle Homo Emoticus et dont je viens de publier un ouvrage sur le sujet. Et donc, mon expertise depuis une douzaine d'années maintenant, hein, j'ai fait une thèse sur le rôle des émotions dans le gouvernement des hommes qui m'a amené à développer ce modèle. Et comme je le disais en préambule, j'ai beaucoup travaillé à l'international et d'abord à l'ONU et puis dans différentes autres organisations. Et j'ai été amené à aller sur tous les continents, en Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, au Proche-Orient, en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord-Est, enfin, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Enfin, je crois avoir été à part l'Océanie, je crois avoir été un peu dans toutes les régions. Et donc, c'est sur ça aussi que se base le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est du biais culturel. Alors, le biais culturel provient du fait, alors le biais culturel est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se défaire de son biais culturel. Et je prendrai un exemple, là, ce que vous voyez, c'est un couple asiatique assis à une table d'un café en France. Et je veux illustrer ici une des premières fois, et c'était il y a plus de 20 ans maintenant, où j'étais en Corée du Sud, je vivais en Corée du Sud, et un collègue coréen me disait, c'est bizarre, j'ai été à Paris, et à Paris, dans les cafés, les chaises sont côte à côte face à la rue et non pas face à face. Et il avait trouvé ça bizarre. Il dit, c'est bizarre, vous ne vous mettez pas à la table face à face, mais vous vous mettez côte à côte et vous regardez la rue, en fait. Et voilà, et je me suis dit, bah là, il n'y a qu'un regard extérieur d'une autre culture qui peut prendre conscience de ce travers culturel, qui est qu'effectivement, nous, Français, nous aimons bien à la fois discuter, mais regarder les gens qui passent, voilà, et que c'est quelque chose de culturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement, il y a des choses, à la fois on ne peut s'empêcher de voir le monde à travers sa propre culture, mais on est aveugle à ce regard, à cette manière d'être qui est spécifiquement celle de notre culture. C'est des choses qu'on ne peut pas remarquer de nous-mêmes parce que pour nous, c'est normal, c'est totalement naturel, c'est une pratique culturelle que nous avons tous en France, mais il faut un regard extérieur pour noter qu'elle est justement culturelle. Et donc, nous avons effectivement une vision spécifique et dont on ne peut se défaire. Et ce qu'elle produit comme premier inconvénient, enfin, dans un environnement interculturel, c'est que l'on interprète toujours le comportement d'autrui du point de vue de sa propre culture. On ne peut pas, on peut pas faire autrement. Là, je prends un exemple qui m'est arrivé quand je vivais à New York. C'est par exemple la pratique du hug. Et la pratique du hug, qui est tout à fait naturelle dans le contexte américain, mais quand on arrive d'un contexte français et qu'une femme vous prend dans ses bras à la fin d'une conversation, vous pouvez imaginer un certain nombre de choses, mais parce que vous interprétez cette marque d'affection d'une autre manière que la manière dont il faut l'interpréter, parce que vous l'interprétez par rapport à vos propres codes sociaux. Je donnerai un autre exemple, parce que je vous disais, j'enseigne au Brésil, et une amie brésilienne me disait, quand j'étais à Paris, je souriais dans les métros, et à ce moment-là, les garçons me demandaient mon numéro de téléphone. Et évidemment, parce que, voilà, et donc elle disait, c'est quand même bizarre qu'il me demande mon numéro de téléphone, et évidemment, c'est parce que le comportement est interprété à l'aune de la culture française, et effectivement, une femme qui vous sourit dans le métro, ça peut être perçu comme une forme d'invitation, et donc, je disais, oui, il faut faire attention, parce qu'effectivement, en France, il peut y avoir une interprétation différente du sourire. Elle disait, mais moi, c'est normal, on sourit. Effectivement, oui, il y a des cultures où on sourit plus et on sourit beaucoup. En France, on sourit beaucoup moins, et du coup, ça peut créer des malentendus parce que tout le monde évalue le comportement des autres à l'aune de sa propre culture et à l'aune de ses propres codes. D'où ce biais culturel d'interprétation dont on n'arrive pas à se défaire. Et
ça me fait penser évidemment à cet ouvrage dont certains peut-être le connaissent, qui est un ouvrage d'abord bon, pour expliquer que les hommes et les femmes raisonnent et se comportent différemment. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et on peut penser ce qu'on veut de ce livre de John Gray. En tout cas, il a le mérite de montrer qu'on n'arrive pas à se défaire de sa grille, c'est-à-dire qu'un homme raisonne comme un homme et il interprète le comportement féminin à partir de son propre système de référence, et inversement pour les femmes. Et d'où les problèmes d'incompréhension. Et donc, une culture, c'est un peu… voilà. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé, et peut-être ça vous est arrivé aussi. Je me souviens de mes premiers voyages et de ma première expatriation qui était en Corée. J'avais vraiment l'impression d'arriver sur une autre planète et de ne pas être acclimaté à cette planète parce qu'il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas autour de moi. Et donc, on est, par sa culture, on est complètement adapté à un environnement socioculturel, et dans les autres, on est un peu perdu et on n'a pas les codes, et on interprète en plus tous ces codes à l'aune de ses propres codes, ce qui n'est évidemment pas toujours une bonne chose. Et de ce fait, en plus, ces biais culturels irréductibles nous empêchent finalement de percer le mystère des autres cultures. Et il y a une rencontre qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'était avec l'abbé François Ponchot, que j'avais rencontré en Corée, au Cambodge, pardon. Et c'était quelqu'un, et c'était dans les années 2000, et ça faisait déjà 40 ans qu'il vivait au Cambodge, et donc immergé complètement dans la société cambodgienne, parlant parfaitement le khmer, puisqu'il a traduit la Bible en khmer, et qu'il avait été notamment l'interprète de François Mitterrand quand François Mitterrand était venu au Cambodge. Et il m'avait dit cette phrase que j'avais notée: je vis au Cambodge depuis plus de 40 ans et je ne comprends toujours pas les Khmers, ils me surprennent toujours, leur manière de se comporter demeure pour moi un mystère. Et je me suis dit, bon, bah alors, si quelqu'un qui vit complètement immergé dans une culture, on connaît bien la langue, très très bien la langue, au point de pouvoir traduire, vous voyez, la Bible en khmer, est toujours surpris du comportement des Khmers, c'est donc effectivement, comment peut-on imaginer percer le mystère des autres cultures? Il y aura toujours une part de mystère qui nous échappera dans notre interprétation, notre compréhension du comportement des autres. Alors, il y a peut-être des cultures qui sont plus ou moins complexes ou plus ou moins difficiles à pénétrer, mais alors, à moins que la culture khmer soit particulièrement difficile à pénétrer, ce que je crois d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une culture assez difficile à pénétrer, en tout cas du point de vue d'un regard occidental. Mais voilà, donc c'est cette irréductibilité du biais et le fait qu'il faut accepter que de toute façon, nous ne comprendrons pas toujours. Il y aura toujours une part qui nous échappera. Donc ça, c'était le biais culturel. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la différence culturelle. Alors cette différence culturelle, comment on peut l'appréhender? Et je crois que… Alors, pour moi, la personne dont je vous recommande vraiment chaudement la lecture et de vous intéresser, peut-être certains le reconnaissent déjà, ceux qui connaissent un peu l'Asie du Sud-Est. Alors voilà, c'est peut-être déjà une première énigme pour vous. Dans mes séminaires, j'aime bien parler de lui et essayer de découvrir. Là, si ceux qui ont voyagé, qui reconnaissent ce pays, peuvent davantage découvrir son identité. Voilà, donc ça, c'est ce pays aujourd'hui. Donc, il s'agit en fait de Singapour, hein, et c'est Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, pour moi, est, je dirais, la référence en termes de management interculturel. Au-delà de tous ces professeurs qui ont pu écrire des bouquins de management interculturel, lui, il a gouverné un pays qui était multiculturel, c'est-à-dire Singapour, avec 75% de Chinois, 15% de Malais, 10% d'Indiens et 5% de différentes minorités. Et ces gens-là devaient vivre ensemble, cohabiter sur une île qui s'appelle Singapour, et avec justement des différences culturelles gigantesques et aucun sentiment d'appartenance à une communauté commune. Or, le travail de Lee Kuan Yew en 30 ans de gouvernement, c'est d'avoir réussi à créer une identité singapourienne, c'est-à-dire aider ces différentes communautés à transcender leurs différences et à adhérer à une identité singapourienne. Et justement, je vais vous passer un petit extrait
d'une conférence qu'a donnée Lee Kuan Yew à la fin finalement de sa vie, au milieu des années 90, où il décrit, je crois, très très bien quels sont les points justement d'achoppement et les obstacles à la vie dans un environnement interculturel. Je vous laisse écouter ce passage. When I set out my Singapore dream, I was a young man of 20 plus, working with the unions from 1952. It was for a democratic society, clean, vibrant, by united people, all regardless of race, language, and religion. And those words mean very powerful forces at work. Don't believe it's just 3 words: race, language, and religion. They are deep emotional tools that tugs you and makes you do things your common sense tells you should not be doing. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu entendre ou lire cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous... Oui. C'est très clair au niveau du son et de l'image. Très bien au niveau du son, d'accord. Donc, en fait, ce que dit Lee Kuan Yew, c'est qu'il y a trois différences culturelles majeures qui peuvent justement créer des barrières culturelles, et donc créer des émotions très très fortes et créer ce qu'il appelle effectivement de l'irrationalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions, des surréactions émotionnelles et qui vont nous faire des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire parce que justement on tient profondément à ces choses. Et ces 3 choses sont précisément effectivement, alors il utilise le mot de race, voilà, c'est un mot évidemment miné, il faut évidemment faire attention quand on l'emploie, race ou ethnie. Enfin, on verra qu'effectivement, quand même, les deux ont les deux sont des dimensions malheureusement, enfin, qu'on le veuille ou non, qui entrent en ligne de compte, justement, dans un environnement interculturel, c'est-à-dire la couleur de peau, ou le phénotype, ou la race, bon, avec ce que ce mot peut véhiculer d'ambiguïté, l'ethnie. Mais disons qu'il insiste sur ces trois dimensions, ethnie, langue et religion, puisque vous aviez 75% de Chinois, donc des Chinois, qui parlent justement le chinois, et encore même des dialectes, certains dialectes chinois, et qui ont une religion bouddhiste. Et puis vous aviez 15% de Malais qui parlent malais et qui sont musulmans. Et puis vous aviez 10% d'hindous qui sont indiens et qui sont hindous et qui parlent hindi. Et puis vous aviez des chrétiens, une minorité blanche. Et donc vous aviez voilà, un État multiethnique, multiconfessionnel et multilinguistique. Et effectivement, ces trois dimensions sont évidemment à prendre en compte. Elles sont constitutives d'une culture. Une culture a d'abord évidemment une base ethnique. Elle définit effectivement un sentiment d'appartenance, une communauté d'appartenance et un système de solidarité. Donc il y a une base biologique. Effectivement, il y a un corps. La première chose que l'on voit, effectivement, c'est l'ethnicité de quelqu'un et voir sa race, c'est-à-dire sa couleur de peau, et que c'est déjà un signe de différenciation qui peut créer justement des difficultés dans un environnement interculturel. Et il y a la langue, évidemment, les barrières linguistiques. On ne parle pas la même langue, donc il va falloir pouvoir communiquer soit avec une langue tierce, soit il va falloir trouver un moyen de communiquer dans une de nos langues. Enfin, il va falloir qu'on apprenne la langue. Et puis, il y a les différences de religion. Donc, la langue, évidemment, c'est ce qui façonne l'esprit, c'est ce qui nous donne notre manière de penser, nos manières de formuler nos pensées et aussi notre manière de communiquer. Donc, voilà. Et donc, on est dans une culture, on est aussi des colocuteurs, on a cette capacité à pouvoir échanger et à penser de la même manière parce qu'on utilise les mêmes mots et on a le même langage. Donc, évidemment, la langue, c'est fondamental pour déterminer une culture. Et puis, il y a la religion, qui est ce système de croyances et de valeurs, qui nous donne un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde
et des rapports humains, ce que les Allemands appellent une Weltanschauung, c'est-à-dire oui, c'est ça, une vision du monde. Et donc la religion est constitutive de ce paradigme. Et bon, là, je vous donne quelques références. Alexis de Tocqueville qui explique que le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus durable qui puisse unir les hommes. Et on n'habite pas un pays, on habite une langue, une patrie, c'est cela et rien d'autre. Ça, c'est Émile Cioran, c'est pour vous donner des auteurs qui ont beaucoup insisté sur le rôle de la langue comme constitutive d'une culture. Et la religion, bon, il y a cette fameuse phrase d'André Malraux, la nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Donc, ces trois éléments, la culture ne s'arrête pas à ces trois éléments, malgré tout, ce sont trois éléments très importants et qui sont fondateurs de la différence culturelle et que l'on doit, comme le dit Lee Kuan Yew, prendre avec beaucoup d'attention parce qu'ils peuvent susciter ces différences ethniques, linguistiques et religieuses, des émotions exacerbées. Alors, évidemment, la religion, ce n'est pas que ça, mais parce que donc, alors, il y a ce que s'appelle l'iceberg. Moi, je ne le trouve pas très bien conçu, cet iceberg, mais effectivement, je dirais qu'il a l'intérêt de montrer qu'il y a des parties visibles de la culture et puis des parties qui sont invisibles et qui sont plus profondes et plus importantes. Alors, d'ailleurs, je ne mettrai pas le langage, moi, justement, dans la surface. Évidemment, il est à la surface, mais il informe tellement la pensée et la manière de penser que c'est aussi de la deep culture. Donc, évidemment, il faut aller au-delà du folklore d'une culture. Évidemment, c'est une gastronomie, c'est de la musique, c'est un art de vivre. Voilà, mais évidemment, tout ça, c'est ce qui est visible. Mais il faut aller plus fondamentalement dans la compréhension, on va le voir justement, de la religion, donc du système spirituel qui est sous-jacent à une culture, et puis la connaissance de la langue qui, évidemment, nous permet vraiment de nous immerger dans… attendez, il y a peut-être quelqu'un qui… voilà, pardon, je fais entrer quelqu'un. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dans la culture. Malgré tout, je pense que les points de vigilance, ce sont ces trois points que l'on doit vraiment avoir en tête pour comprendre où se fait la différence culturelle et où elle peut justement créer des émotions à la fois, mais justement, la différence pouvant créer des émotions négatives. Alors, il faut aussi, et justement, ces points-là sont confirmés par le fait, ce que j'appelle les lois de l'attraction culturelle, c'est-à-dire la couleur de peau, l'ethnie, la langue et la religion. On peut constater dans un environnement interculturel qu'elles créent des tropismes. Des tropismes, c'est-à-dire des orientations spontanées vers l'autre. Et dans un environnement multiculturel, ces tropismes culturels s'observent, c'est-à-dire qu'on va aller vers les gens qui ont la même couleur de peau, qui ont la même ethnie, qui parlent la même langue que nous ou qui ont la même religion. Donc, de toute façon, ce sont effectivement des forces d'attraction entre personnes qui les partagent. Donc, et qui créent justement spontanément une connexion, une confiance, une solidarité et une unité dans un contexte interculturel. Parce que donc le tropisme fonctionne sur le mode du qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire qu'on va d'abord spontanément vers les gens qui nous ressemblent et du coup, parce qu'on reconnaît des caractéristiques que l'on partage et que l'on a en commun et qui nous rassurent évidemment et qui nous créent une base de sécurité parce que voilà, on imagine que ce sont un peu des personnes refuges dans un environnement interculturel. Alors, je donnerai plusieurs exemples pour les avoir vécus. Quand j'ai fait une formation à Harvard, quand on a été alloué dans les différents appartements, Harvard a mis les gens moi, on m'a mis avec un Espagnol. On ne m'a pas mis avec un Indien ou un Chinois. C'est-à-dire que la répartition a été faite pour faciliter, évidemment, la cohabitation quotidienne. J'avais constaté que l'administration avait alloué les gens dans les différentes maisons en fonction des appartenances à des aires culturelles pour faciliter, évidemment, la bonne harmonie. C'était plus facile d'être entre Européens et puis il y avait une maison où il y avait des Asiatiques et ainsi de suite. Donc, on choisit par facilité, mais aussi pour
pour rendre les choses plus simples, de tenir compte de ces dimensions. Et quand j'ai fait une école de théâtre à New York, où c'était aussi un environnement très international, j'ai constaté que voilà, dès qu'on sortait des cours, les Européens allaient ensemble, mais aussi il y avait les Afro-Américains avec les Africains allaient ensemble. Donc, qu'est-ce qui les reliait, si ce n'est le sentiment d'avoir la même couleur de peau? Les Américains, les Anglo-Saxons sortaient ensemble. Il y avait ces tropismes et qui sont naturels, je veux dire, c'est-à-dire qu'on va directement d'abord. Et voilà, on était 3 Français dans l'école. Et évidemment, à chaque fois qu'on se croisait, et évidemment, 3 Français qui se réunissent, qui se retrouvent dans un environnement complètement interculturel, on sympathisait et on se voyait en dehors des cours. Quand j'étais à l'ONU, je constatais aussi, à l'heure du déjeuner, ce qu'on voyait, c'est que là, c'était un tropisme linguistique, c'est-à-dire qu'on voyait les francophones aller déjeuner ensemble, les hispanophones aller déjeuner ensemble et les anglophones aller déjeuner ensemble. Je ne dis pas que c'était systématique, mais c'était quand même très courant. Et effectivement, là, c'est le Serpent, c'est le bar au Palais des Nations. On voyait quand même des groupes culturels qui se créaient par des points communs. Soit c'était la langue, c'était souvent la langue d'ailleurs. Donc la langue aussi, quand on rencontre quelqu'un qui parle la même langue que nous, tout de suite, ça crée évidemment une affinité. Et c'est un tropisme, un des tropismes culturels qui passe par la langue. Et j'ai vécu en Suisse et c'est intéressant de voir que la Suisse est un pays multilinguistique, il y a 4 langues, et qu'en fait, les marchés du travail sont cloisonnés, c'est-à-dire que les francophones restent en Suisse francophone, et vivent et travaillent en Suisse francophone, les germanophones dans la partie germanophone, les Italiens dans la partie italianophone et les Romanches aussi. Autrement dit, ça crée une barrière même à la mobilité, puisque ces marchés du travail sont cloisonnés, parce que c'est la langue qui crée finalement la communauté. Alors, l'impact émotionnel de la différence culturelle. Alors, justement, Lee Kuan Yew a commencé à en parler, et effectivement, ça crée des émotions. Cette différence culturelle, suivant comment on va la percevoir. On peut la percevoir comme un danger, et donc on peut en avoir peur. Ça, c'est un premier impact émotionnel possible. On peut la voir comme un obstacle. On peut se sentir complexé par rapport à cette différence culturelle, et on peut en ressentir de l'envie. Ou on peut la percevoir comme une perfection. On admire cette différence culturelle ou certains aspects de cette différence culturelle. Par exemple, certains admirent le français ou l'italien parce qu'ils les trouvent très chantants, très musicaux, donc ils admirent la langue française ou la langue italienne. Donc on peut admirer un aspect d'une culture ou toute la culture, évidemment, ou on peut en avoir de la gratitude et la percevoir comme un don, quelque chose qui nous a apporté, qui nous a nourris et qui nous a permis qui nous a permis de nous grandir et qui nous a permis de nous façonner. Donc évidemment, on peut percevoir, et suivant comment on va percevoir cette différence culturelle, on va avoir des émotions positives ou des émotions négatives. Et toute la difficulté, le défi, c'est de percevoir la différence culturelle non pas comme un danger ou comme un obstacle, mais de le percevoir comme une perfection ou comme un don, c'est-à-dire admirer cette différence et en ressentir de la gratitude de pouvoir en bénéficier, plutôt qu'évidemment en avoir peur ou d'envier cette différence culturelle. Alors, les bruits culturels, justement, cette différence crée ce qu'on appelle du bruit culturel. Alors, en management interculturel, c'est tous les obstacles que crée finalement cette différence culturelle. Et effectivement, alors là, j'ai rajouté race à ethnie, parce que malgré tout, j'étais dans des pays où le phénotype ou la race joue un rôle à la fois dans le sentiment d'appartenance à une culture, ne serait-ce qu'en Amérique du Nord, voilà, les Noirs ont l'impression d'avoir leur propre culture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir la culture noire? Mais ça existe. Donc le phénotype peut créer un sentiment d'appartenance à une culture. L'ethnie, évidemment, la langue et la religion. Et alors, la difficulté, c'est que comment on peut, en général, la race et l'ethnie peuvent créer des préjugés. Alors, ce qui peuvent être négatifs ou positifs d'ailleurs. Hein. Donc la difficulté, c'est que ça peut créer des préjugés, et la langue et la religion peuvent créer plus des incompréhensions. Alors, ces quatre bruits culturels,
avoir conscience qu'il joue toujours un rôle. Là, je montre une école américaine qui est multiraciale, mais malheureusement, vous le savez peut-être, en ce moment, il y a une reségrégation raciale des écoles et aux États-Unis, il y a une reségrégation sur une base noir-blanc, notamment dans le sud des États-Unis, où il y a de plus en plus d'écoles pour les blancs et des écoles pour les noirs. Donc la couleur de peau, malgré tout, joue un rôle dans la perception, dans la perception d'un bruit culturel et d'une différence culturelle. Moi, j'ai été en Éthiopie, et l'Éthiopie est un pays qui est en train de d'éclater sur une base ethnique. Là, vous avez les principaux groupes ethniques, les Amaras, les Afars, les Oromos, les Somalis et les Tigréens. Et en ce moment, le pays est en train d'éclater parce que chaque ethnie veut créer et considère avoir sa propre culture et veut créer un État sur une base purement ethnique. Et là, le clivage linguistique, là je prends l'exemple du Cameroun, où la partie, vous voyez la zone rouge pastel, c'est la partie anglophone du Cameroun. Tout le reste du pays est francophone. Et cette partie-là veut faire l'indépendance, veut faire son indépendance. On pourrait prendre l'exemple de la Catalogne aussi, où depuis les années 80, où on a revitalisé la langue catalane, eh ben, la Catalogne maintenant veut faire sécession et veut devenir un pays en tant que tel et s'émanciper de l'Espagne. Donc la langue est vraiment constitutrice d'une identité et peut amener à une différence qui peut amener même jusqu'à un séparatisme et à vouloir se constituer dans une culture à partir d'une langue. Là, je prendrai l'exemple de la Yougoslavie. Là, c'est des différences plus confessionnelles, où vous avez effectivement la Yougoslavie a éclaté sur des bases confessionnelles entre des musulmans, des orthodoxes, des catholiques. Ça a évidemment été un des facteurs de division de ce pays et de vouloir se constituer sur une base ici là religieuse. Alors, les différences culturelles génèrent donc des bruits culturels qui vont amener un certain nombre de difficultés dans le travail. C'est des incompréhensions, des malentendus, alors et du coup après des manques de communication, des manques de coopération, manque de confiance, manque d'harmonie, plus de perte de temps aussi pour discuter, négocier, plus de conflits, plus d'erreurs. Donc, effectivement, d'un certain point de vue, on peut constater pour les entreprises des surcoûts et une moindre efficience et performance. Alors, il y a un documentaire que je vous invite vraiment très chaudement à voir si vous ne l'avez pas déjà vu, qui est sur Netflix et qui s'appelle American Factory, qui a été financé par Michelle et Barack Obama et qui montre l'implantation d'une usine chinoise aux États-Unis, dans l'Ohio, et donc la cohabitation de 1000 ouvriers américains et de 200 ouvriers chinois. Et c'est vraiment de ce point de vue-là remarquable parce qu'on voit toutes les difficultés de différence de langue, différences ethniques, différences religieuses et toutes les difficultés que ça peut poser à manager dans ce contexte. Alors, comment atténuer ces différences culturelles ? Précisément, je pense que la première, c'est évidemment la langue. C'est-à-dire qu'apprendre la langue de l'autre, c'est vraiment, d'abord, ça peut être vu, ça va être vu. Moi, dans tous les pays où j'ai été, j'ai commencé à apprendre la langue et déjà, ça crée une sympathie vis-à-vis de celui qui fait l'effort d'apprendre la langue du pays dans lequel il est. Apprendre la langue de l'autre, c'est toujours vu, évidemment, c'est flatteur, ça fait toujours plaisir et de voir que l'autre essaye d'apprendre à parler. Et toutes mes expériences, notamment en Asie, où j'apprenais les différentes langues, mais même quand j'étais en Tanzanie, j'apprenais un peu le swahili. Dès qu'on voit que vous essayez de parler la langue du pays, même si vous ne la parlez pas parfaitement et que vous savez que dire que quelques mots, déjà, ça vous crée un petit courant de sympathie et on voit que vous faites un effort de vous intégrer et de vous adapter. Et donc, apprendre, et évidemment, ça va faciliter la communication, ça va faciliter l'échange. Et voilà, vous avez même créé de l'admiration. Moi, je sais, en Corée, quand je parlais, j'essayais de dire des choses en coréen ou de lire du coréen, puisqu'on peut apprendre aussi l'alphabet coréen, ça suscite l'admiration. Et donc, vous créez un climat déjà de bienveillance qui va faciliter la communication et ces échanges et le travail ensemble. Et donc, oui, là, j'ai cité deux phrases, une de Charles Quint et une de Charlemagne. Autant on connaît les langues, autant de fois on est un homme. C'est que chaque langue est en soi
ce que dit Charlemagne, une âme, c'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière d'être, donc c'est très enrichissant pour soi et ça permet évidemment d'atténuer du coup la différence culturelle, puisque si je ne suis peut-être pas de votre ethnie, je ne suis peut-être pas de votre religion, mais si je parle votre langue, eh ben déjà, je comprends beaucoup de choses de vous et on peut communiquer dans votre langue maternelle. Et donc, apprendre la langue de l'autre, c'est évidemment, et c'est précisément ce qu'a fait Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, il a commencé, il parlait même pas le chinois parce que lui, il était de culture anglaise, c'est-à-dire que ses parents l'avaient envoyé à Cambridge et il avait appris, donc c'était un pur, sa langue natale, c'était l'anglais. Et il a commencé à apprendre d'abord le chinois pour parler avec 75% de sa population. Puis après, il a appris le malais. Et il prenait des cours pour pouvoir parler à chacune des communautés dans leur langue. Et c'est comme ça qu'il a pu tisser de la confiance avec eux, être capable de s'exprimer dans la langue de son interlocuteur, va créer de toute façon un climat de confiance et va abaisser énormément de barrières de communication. Donc, c'est exactement comme ça que Lee Kuan Yew a pu gagner la confiance des différentes communautés, c'est en apprenant à parler leur langue, en faisant l'effort de à leur parler dans leur langue. Et moi, pour l'avoir fait un peu quand j'étais en Corée, à partir du moment où on commence à apprendre la langue, là on est à Séoul, on commence à voir aussi comment les gens pensent. Parce que par exemple, une des expressions qu'utilisent beaucoup les Coréens, c'est urinara. Urinara, ça veut dire notre pays, notre pays. Mais ce qu'on comprend quand on commence à apprendre le coréen, c'est qu'on dit notre. On ne dit pas qu'est-ce que vous pensez de mon pays, mais on dit qu'est-ce que vous pensez de notre pays. Ou on dit notre équipe, notre pays. On est dans le nous. Et donc, on commence à aussi percevoir la manière de penser d'un peuple et d'une culture, c'est que on part du nous et pas du je. Donc, aussi, on commence à rentrer dans ce que Hofstede appelle le logiciel de l'esprit, donc il y a un auteur d'anthropologie et qui utilisait beaucoup en management interculturel, c'est qu'effectivement, en apprenant la langue, on commence à comprendre comment les gens pensent, parce que, évidemment, la langue est façonnée par la culture et la culture façonne la langue. Et puis la religion, voilà, c'est un exemple que donne notamment Erin Meyer dans son livre Culture Map, mais on aurait pu en prendre d'autres. Si connaître mieux la religion et la spiritualité de l'autre, et elle cite ses PDG, si vous parvenez à comprendre qu'un multimillionnaire indien peut attendre patiemment pendant des heures dans une file d'attente dans l'espoir d'échanger quelques mots avec un homme à moitié nu sous un arbre, alors vous comprendrez mieux l'Inde. Et évidemment, si on veut faire des affaires en Inde, si on veut manager des Indiens, il faut évidemment essayer de comprendre un peu quelles sont leurs spiritualités. Et donc, deuxième aspect, apprendre la langue, connaître mieux la religion et la spiritualité de l'autre, ça va nous aider dans nos échanges et dans le management. Et puis troisième conseil, c'est l'imitation culturelle. Alors là, évidemment, j'ai pris un peu par joke, enfin par plaisanterie, cette photo où on voit Donald Trump qui fait la danse du sabre en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'à Rome, faisons comme les Romains, c'est-à-dire cette capacité à imiter. Enfin, on doit arriver à se plier un peu aux différences culturelles, c'est-à-dire imiter les pratiques culturelles quand on est dans le pays, accepter voilà, et là il a accepté de faire cette danse. Donc si Donald Trump peut se plier à comment dirais-je, à adopter ou à participer à des rites ou à des pratiques culturelles, ça veut dire qu'à peu près tout le monde devrait avoir cette capacité d'adaptation. On est aussi capable, justement, et ça fait évidemment plaisir, et ça a dû faire plaisir aux Saoudiens, qu'ils se prêtent à cette danse et qu'ils la pratiquent comme tous les autres. Alors, après, évidemment, il y a 4 principaux, je dirais, scénarios du management interculturel qui correspondent à 4 situations où, évidemment, on doit manager différemment. La première, c'est le management d'une minorité culturelle, parce qu'il y a, dont vous managez et dans votre équipe, il y a une petite minorité où il y a une personne, donc par exemple, expatriée dans une entreprise étrangère. Et donc là, le travail du management, ça va être effectivement de protéger cette minorité éventuellement, mais aussi de voir s'il est possible de leur donner des cours de langue, la langue et des cours de religion, enfin connaître l'environnement religieux du pays dans lequel ils sont. Et ici, évidemment, je dirais l'adaptation
elle se fait d'abord du côté de la minorité, parce que, évidemment, quand vous êtes dans un autre environnement culturel, c'est plutôt à la minorité, évidemment, de faire une adaptation culturelle, de s'adapter à un environnement qui est majoritairement d'une autre culture. Donc ça, c'est un premier scénario de management interculturel. Le management d'une majorité culturelle. Alors, c'est typiquement, effectivement, l'exemple que l'on voit dans American Factory, c'est une minorité de Chinois qui gère une majorité d'employés américains. Et là, effectivement, c'est à la minorité de s'adapter. Donc là, en l'occurrence, c'est à ceux qui managent une majorité culturelle. Donc c'est aux Chinois de s'adapter, puisqu'ils sont aux États-Unis. Et c'est plus à eux de faire l'effort de s'adapter au fait qu'ils ont une majorité d'Américains à gérer. Et donc, ils doivent prendre aussi des cours de langue et de religion pour comprendre l'environnement américain. Donc ça, c'est un autre scénario. Le troisième, c'est le scénario auquel on pense toujours quand on pense management interculturel, c'est-à-dire un management multiculturel. C'est celui que j'ai connu à l'ONU, c'est-à-dire il n'y a pas de majorité et de minorité puisqu'on est de tout bord. Il y a un Français, un Marocain, un Camerounais, un Thaïlandais, enfin voilà. Donc, du coup, là, je dirais l'adaptation culturelle, elle est générale. Chacun sait qu'il doit s'adapter puisqu'il n'est pas dans sa culture, ni en minorité ni en majorité. Mais voilà, donc c'est, je dirais, l'environnement le plus facile en général pour le management multiculturel puisque tout le monde sait que il doit s'adapter à des interlocuteurs qui sont de différentes cultures et que donc sa culture ne prime pas. Et donc, l'effort doit être fait. Et donc là, dans ce contexte-là, les tropismes culturels dont j'ai parlé apparaissent. C'est qu'effectivement, les gens vont naturellement vers les gens qui partagent la même langue, la même ethnicité ou la même religion. Après, il y a d'autres tropismes qui peuvent être liés justement à d'autres aspects, mais qui ne sont pas forcément culturels. Mais il y a ces tropismes culturels. Et donc là, la difficulté dans ce management, c'est la clarté dans la communication pour le manager, pour être sûr d'être bien compris par les différents membres de son équipe qui appartiennent à des cultures différentes. Et enfin, il y a un quatrième type de management, c'est le management biculturel, où là, c'est deux équipes, notamment deux entreprises qui fusionnent. Et donc là, on est à parité. Donc, par exemple, la fusion Renault-Nissan, où là, l'adaptation, elle doit être bilatérale, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire les Français devaient s'adapter aux Japonais et les Japonais aux Français. Et évidemment, là encore, je dirais les cours de langue et de religion sont aussi des choses importantes pour comprendre la culture française, la culture japonaise, et essayer évidemment au maximum d'atténuer ces différences en idéalement étant capable de parler la langue, c'est-à-dire si un manager français va au Japon, il faut nécessairement qu'ils prennent des cours de japonais. Ça me paraît, et qu'ils comprennent l'environnement spirituel et religieux japonais. Ça lui donnera une meilleure compréhension des hommes qu'il aura à diriger. Et alors, malgré tout, malgré ces différences, c'est justement là, j'arrive et je vois, j'ai été un peu plus long que je ne le pensais, excusez-moi. Les lois de l'attraction. Alors, malgré tout, il y a une autre manière quand même. Il y a justement une manière de transcender les cultures, c'est par les émotions partagées. C'est que les émotions sont universelles. Alors, les émotions, maintenant, on sait par des travaux, notamment d'Ekman, que les émotions sont préprogrammées par la nature et qu'on peut les reconnaître dans tous les continents. La surprise, le mépris, la tristesse, la joie, le dégoût, la colère, la peur sont des émotions universelles. Donc là, on est sur une grammaire universelle sur laquelle on peut s'appuyer. Et moi, dans mon travail, j'insiste plutôt sur 4 émotions: la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude. Ça, c'est le modèle Homo Emoticus. Et pourquoi ce modèle est à la fois, je dirais, ces émotions sont importantes et elles sont universelles, puisque je l'enseigne maintenant, je l'ai déjà enseigné maintenant dans une 30aine de pays et je n'ai rencontré aucune résistance culturelle, parce que ces 4 émotions renvoient à 4 expériences très importantes et à 4 expériences limites qui fondent notre condition humaine. D'abord, c'est la mort, donc la peur et le danger, c'est le danger, donc la mort, c'est qui est signalée par la présence du danger. Les obstacles créent l'envie et signalent l'existence de nos limites.
Et l'envie, c'est quelque chose que l'on observe dans toutes les cultures, hein, donc l'envie au sens de jalousie, hein, c'est-à-dire être envieux de ce que les autres ont. La beauté et puis l'amour, donc ils sont signalés par la perfection qui active l'admiration et le don qui active la gratitude. Là, on a des expériences, je dirais, phénoménologiques et aussi, c'est ce que j'appelle les 4 points cardinaux de l'existence. Là-dessus, donc, on peut se baser, on a une grammaire émotionnelle qui est commune et on sait que c'est des émotions sur lesquelles on peut travailler parce qu'elles existent dans toutes les cultures. Parce qu'elles renvoient à ces soucis de soi, de conservation de soi, d'estime de soi, d'idéal de soi et de don de soi. Bon, si vous voulez en savoir davantage là-dessus, évidemment, je vous renvoie à mon livre ou à d'autres séminaires, mais ce n'est pas le but ici, c'est à partir de ces émotions, il va falloir essayer de créer une communauté émotionnelle. Qu'est-ce qui peut transcender la culture? C'est qu'on arrive à partager des émotions. Et donc, il va falloir multiplier les temps de partage et de mise en commun pour justement créer des liens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit avoir son micro d'ouvert? Si vous pouviez vérifier que vos micros sont bien éteints, parce qu'il y a des bruits parasites, je crois, qui s'immiscent dans la présentation. Donc, comment on va créer une communauté? On va créer une communauté. Il va falloir créer des moments de joie, partager des moments de joie. C'est ça qui crée un sentiment d'appartenance et qui crée une communauté émotionnelle et qui crée du lien. Donc, il faut pouvoir multiplier les occasions de rire, d'avoir des moments heureux, mais aussi partager les tristesses, c'est-à-dire les épreuves, qu'elles soient de l'ordre de la vie privée ou de la vie des équipes. Plus on va vivre des émotions ensemble et plus on va être soudés parce que soit on partage les mêmes plaisirs, soit on partage les mêmes peines. Et c'est là aussi où on peut créer de la cohésion qui dépasse les cultures. Alors, on peut aussi partager des passions communes. C'est pour ça qu'il faut rechercher ce que j'appelle les affinités électives, c'est-à-dire tous les objets d'admiration qui pourraient justement nous aider à dépasser notre culture pour créer, en ayant des objets d'admiration en commun. Donc, par exemple, bon, là, évidemment, je prends l'exemple du foot. Si on aime le foot, on peut parler foot. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est trouver tous les points communs, c'est rechercher des points communs. Alors là, ben voilà, on a des enfants en bas âge, on est parents. Toute forme de points communs peut créer une complicité, une connivence et peut donner l'occasion justement de partager des moments de joie ou de tristesse ou de partager des passions. Et tout ça, évidemment, va créer une communauté émotionnelle qui permet justement de transcender nos différences culturelles. Et moi, je l'ai observé dans beaucoup d'activités que je faisais à l'ONU. Par nos activités, on peut, personnel, créer justement une communauté émotionnelle. Alors après, il y a tous ces instruments de partage qui existent dans le management d'équipe qui y participent. Donc les rites, là je prends le rite de Walmart, voilà, qui est un groupe, une multinationale, mais on voit, si on a des pratiques collectives ensemble, évidemment, ça peut créer de la cohésion entre nous. Donc, différents types de rituels, soit des cérémonies quotidiennes, soit les cérémonies d'intégration, cérémonies de récompense, les fêtes. Tout ça sont des occasions d'avoir des émotions en commun, les repas en commun. Donc, tout ça, c'est évidemment des moyens qui sont très usités, hein, les after-work, parce que justement, elles permettent de créer des temps de partage et des émotions d'admiration et de gratitude mutuelle qui vont créer du lien et qui vont nous permettre de transcender nos différences. Faire des loisirs ensemble. Moi, quand j'étais à Taïwan, voilà, je m'étais mis à faire du tai chi. Et donc, évidemment, ça permet de créer… Quand j'étais en Corée, je jouais au ping-pong avec mes collègues coréens, ou j'allais au kativi, c'est-à-dire des endroits où on chante. Enfin, c'est un karaoké, quoi, ces endroits. Donc, évidemment, il faut s'adapter. En Corée, si vous ne savez pas chanter, vous êtes mal. Hein, je veux dire, vous allez nécessairement être amené à devoir, à un moment donné, aller chanter dans un karaoké. Donc, voilà. Et ça, c'est des moments où justement, on peut créer des liens affectifs. Alors, les qualités, je terminerai là-dessus, les qualités humaines à cultiver, du coup, pour être dans un environnement je dirais, interculturel, voilà, moi, c'est celle qui me semble la patience. C'est sûr que si vous n'êtes pas patient pour écouter,
prêter attention aux détails et accepter de perdre son temps, parce qu'on va en perdre plus, parce qu'il y a plus à expliquer ou il y a plus de temps pour comprendre des choses. Il faut de la patience, il faut de l'empathie pour se mettre à la place des autres, il faut de la tolérance, évidemment, pour reconnaître d'autres manières de faire, de penser, et pour respecter l'identité des autres. Il faut de la curiosité, il faut être curieux, et c'est déjà une bienveillance et un don qu'on peut faire aux autres, c'est être curieux de sa culture, curieux de sa langue, de sa religion, de son histoire, et avoir envie d'en apprendre de nouvelles choses. Et enfin évidemment, de l'humilité pour accepter de changer sa manière de penser et de se comporter, pour ne jamais s'énerver aussi quand on ressent de la frustration, et pour rester calme et souriant en toutes circonstances. Voilà, c'était, je passe là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon livre, mais voilà, je